Zagan est un esclave orphelin qui n'a aucun souvenir de ses parents. Il vivait parmi les ordures et ne survivait qu'en volant les commerçants. Dans une forêt profonde appelée les Bois Perdus, il résida dans un château en ruine lorsqu'il grandit. C'était un sorcier craint et vénéré par les habitants de la région. Mais bien qu'il soit un homme d'affaires, il ne l'était pas car il lui restait encore un grand défi à relever. Il regarda son serviteur elfe s'agenouiller devant lui alors qu'il était assis sur son trône. Il est surpris par la question de savoir comment il envisage de se débarrasser d'elle alors qu'il n'avait pas prévu de le faire. Il se demande comment il va parler à une fille qu'il aime, tout comme tout adolescent se demande quand s'asseoir à côté de son béguin. La veille, une jeune fille avait été agressée dans une forêt. Elle essaie de se défendre du chevalier, mais lorsqu'elle essaie de le gifler, elle lui arrache simplement le visage. L'homme n'est pas gêné par cela, mais la jeune fille se rend compte qu'il n'est pas son chevalier. Elle se demande ce qu'il a fait au chevalier. L'homme sans visage révèle qu'il a autre chose en tête. Il lui arrache sa robe, mais dit qu'il n'a pas l'intention de l'attaquer. Il l'informe que son visage sera un bon catalyseur pour son travail, et elle se rend compte qu'elle a affaire à un sorcier. Il lui demande de ne pas abandonner si facilement, mais elle crie en essayant d'attirer l'attention de quiconque se trouve à proximité. Le sorcier lui dit de rester calme pour pouvoir facilement lui écorcher le visage et ensuite réaliser ses souhaits avec son corps. Soudain, un homme arrive sur les lieux et ramasse le sorcier comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Le sorcier demande qui il est, mais Zagan lui dit qu'il envahit son jardin. Zagan est irrité que sa sieste ait été interrompue par tous les cris et le sorcier se rend compte que c'est le territoire de Zagan. Il ment à Zagan en lui disant qu'ils sont tous les deux sorciers et promet de partager ses recherches avec Zagan s'il le libère. Zagan lui dit qu'il n'a aucun intérêt pour la sorcellerie qui consiste à écorcher les gens et il écrase immédiatement l'homme. Vous voyez tout cela, mais c'est trop de choses à gérer pour vous. Elle s'évanouit immédiatement et Zagan se rend compte qu'il en a fait trop. Il est sûr qu'elle sera traumatisée à son réveil. Il décide de rester calme et, comme il est sorcier, réfléchit à un moyen de résoudre le problème. Il décide d'utiliser un sort pour restaurer le visage du sorcier et réparer les vêtements de la jeune fille. Il est sûr qu'elle ne considérera cette rencontre que comme un rêve, puisque ses vêtements seront en ordre à son réveil. Il remarque un pendentif croix sur le collier de la dame et se demande si elle est avec l'église. Il pense qu'elle pourrait être l'un des apôtres des dieux, ennemis jurés des sorciers. Même s'il l'a sauvée, il sait qu'il peut être blâmé pour l'attaque. Il décide de la laisser sur la route en direction d'une ville pour que quelqu'un puisse la retrouver. Il essaie d'utiliser sa magie de translocation pour cela, mais celle-ci est interrompue. Il en est surpris car elle est sur son territoire et il a mis beaucoup de barrières. Il se rend compte que ce n'est pas un tour qui peut être réalisé par un sorcier normal. Soudain, Barbaro atterrit derrière lui et lui dit d'arrêter de jouer avec ses sorts magiques. Barbaro se moque de son apparence, mais Zagan se moque de lui en retour. Barbaro demande s'il a interrompu quelque chose d'important et Zagan lui dit qu'il était juste en train de nettoyer les poubelles près de son château. Barbaro est surpris que Zagan se soucie d'autre chose que de la quête de plus de pouvoir. Il rappelle à Zagan que la vie des autres ne alimente pas leurs ambitions de pouvoir et qu'ils peuvent le prendre à leur guise car ils sont des sorciers. Barbaro s'approche de la jeune femme et remarque qu'elle dispose d'une quantité de mana décente. Il se demande si Zagan va la sacrifier, mais il lui dit que la sorcellerie sacrificielle n'est pas son style. Il utilise sa magie de translocation pour la téléporter, ce qui rend Barbaro triste car il voulait l'utiliser puisque Zagan est vierge, après quoi Zagan informe Barbaro qu'il va se coucher parce qu'il s'est couché tard la nuit précédente. Il lui dit de revenir plus tard s'il a besoin de quelque chose, mais Barbaro n'aime pas entendre cela après être venu si loin. Il dit à Zagan qu'il peut toujours utiliser l'adrénaline dans son cerveau pour rester éveillé, mais Zagan lui dit qu'il ne veut pas lui ressembler, qu'il ressemble à un zombie vivant. Barbaro lui rappelle que la manipulation corporelle est un élément fondamental de la sorcellerie car elle aide les sorciers à vivre plus longtemps dans la limite de 1000 ans. À ce moment-là, Barbaro lui dit qu'il a des nouvelles intéressantes qui piquent son intérêt. Il l'informe que l'un des archidémons, nommé Marchosius, a perdu la vie. L'obtention du titre d'archidémon donne aux sorciers une quantité incroyable de mana et l'autorité de commander des sorciers de niveau inférieur. Parmi les 13 archidémons, celui qui a vécu le plus longtemps est décédé récemment. Barbaro se rend compte que Zagan est intéressé et le pousse à se coucher. Zagan lui dit de divulguer l'information s'il le souhaite, et les barbares décident de lui en donner l'essentiel. Il dit à Zagan qu'il y aura une énorme vente aux enchères du territoire des derniers archidémons, y compris leur héritage. Zagan s'intéresse au sujet et décide de suivre Barbaro sur le site de vente aux enchères. Alors qu'il traverse la ville en direction de l'endroit, Zagan découvre que Barbaro voulait seulement lui emprunter de l'argent pour la vente aux enchères. Zagan lui dit qu'il préférerait acheter l'héritage des archidémons pour lui-même, mais les barbares lui disent que ce ne sera pas juste car c'est lui qui lui en a parlé. Zagan lui dit de demander à quelqu'un d'autre, mais les barbares lui disent qu'il est le seul sorcier capable de courir pour demander de l'argent. Il propose d'aider Zagan à trouver des filles, mais Zagan conclut que les femmes posent plus de problèmes qu'elles ne valent. Soudain, un garde passe devant eux pour remettre un rapport à son supérieur, mais Zagan se rend compte que le garde est nerveux. Barbaro lui dit que c'est parce qu'il y a eu des cas d'enlèvement en série où des jeunes femmes ont été capturées pour des expériences. Zagan se demande pourquoi un sorcier ferait une telle chose, puisqu'il se battrait avec l'église. Il se demande si le sorcier invoque un démon, mais se rend compte qu'il s'agit d'un conte de fées. Il se dirige vers l'arène souterraine et Barbaro se demande si Zagan n'est pas un suspect dans les enlèvements, mais Zagan lui dit qu'il n'y a aucun mérite dans la sorcellerie sacrificielle et Barbaro est d'accord avec lui, surtout parce qu'il n'a pas d'amis pour l'aider de quelque manière que ce soit. Formulaire. Ils arrivent à l'arène où une foule de mages est rassemblée. Barbaro lui montre quelques mages de haut niveau. Zagan demande s'ils sont forts et Barbaro lui dit qu'ils sont si forts qu'ils sont des candidats potentiels pour remplacer l'archidémon
démon décédé. Les barbares disent à Zagan qu'il est également l'un des successeurs possibles et Zagan se demande qui décide des candidats pour le prochain successeur. Barbare rapporte que les 12 archidémons survivants débattent du successeur. Au milieu des candidats, on voit une femme pointant du doigt Barbaro et demandant qui il est. La femme lui présente les Barbaros, mais elle reconnaît Zagan même s'il n'a pas de titre. Son nom a été évoqué lors de la réunion visant à déterminer le successeur. Le commissaire-priseur informe les sorciers qu'ils ont atteint le dernier lot et le plus précieux de la vente aux enchères. La marchandise est placée sous le feu des projecteurs et le commissaire-priseur informe les sorciers que la marchandise est censée être en possession de l'archidémon décédé. Il leur dit que l'accord a été annulé avec la mort de l'archidémon et qu'ils peuvent désormais vendre la marchandise aux enchères. Les barbares se demandent ce qui est arrivé au reste des affaires de l'archidémon, mais Zagan lui dit que la marchandise pourrait être un catalyseur choisi par l'archidémon lui-même. La vente aux enchères enlève la cape pour révéler comme marchandise un elfe qui fait partie d'une race venue d'un pays lointain. Les sorciers en sont surpris, mais Zagan a en lui une émotion différente. Le commissaire-priseur informe les sorciers que les elfes sont plus proches des dieux et des esprits de la nature que les humains et met en valeur les cheveux blancs éclatants de l'elfe. Il les informe que la magie de l'elfe est sans précédent et qu'elle peut également être utilisée comme un précieux outil d'amour. Il leur dit qu'ils peuvent tout lui faire avec la bonne somme d'argent. Il est sur le point de commencer à enchérir sur 10 000 pièces d'or, mais Zagan offre immédiatement 1 million de pièces d'or à la grande surprise des autres sorciers. Le commissaire-priseur le remercie pour l'enchère, mais les barbares lui disent que bien qu'il soit un elfe, il enchérit trop haut pour elle. Pendant ce temps, Zagan se demande ce qui lui donne tant d'anxiété et de tremblement dans son cœur. Même s'il sait que l'elfe est adorable, il ne sait pas comment exprimer l'émotion qui monte en lui. Il sait juste qu'il veut l'aider et il a aussi une sensation irrésistible de la toucher. Zagan dit aux barbares qu'il a finalement trouvé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Les barbares se demandent quelle horrible sorcellerie il va utiliser sur l'elfe. Zagan le regarde avec un sourire diabolique sur le visage avant de glisser et de réclamer son précieux sort. Zagan se tient devant elle, réfléchissant à ce qu'il va dire. Il se demande pourquoi elle est enchaînée et le commissaire-priseur lui dit que les chaînes visent à contenir son pouvoir. Le commissaire-priseur dit à Zagan de faire attention car l'elfe pourrait s'enfuir s'il est libéré, mais il l'informe également qu'aucun d'entre eux ne sait comment retirer les chaînes. Il se demande si l'elfe est consciente et le commissaire-priseur lui répond qu'elle a été préservée dans son état naturel. Il l'informe que l'elfe a tellement de capacités que la sorcellerie ordinaire ne fonctionnera pas sur elle. Zagan a hâte de lui parler et dit au commissaire-priseur qu'il a hâte d'entendre le doux son qu'elle fait. Tout le monde se fait une fausse idée et Zagan se rend compte qu'il est passé pour un étranger parce qu'il ne sait pas comment parler aux femmes. Zagan la ramène chez lui, mais il ne sait toujours pas quoi lui dire. Il regrette de ne pas avoir demandé conseil à Barbaro, mais comme il ne l'a pas fait, il décide de réfléchir à différentes conversations. Il joue différents scénarios dans sa tête, mais il ne se termine pas très bien. Agenouillée devant lui, elle lui demande si elle peut lui poser une question. Zagan est surpris qu'elle parle et ne peut s'empêcher d'admirer la douceur de sa voix. Il lui dit de parler davantage et il se sent mal d'avoir l'air en colère devant l'elfe. Elle se demande s'il va se suicider et cela apporte un air de dégoût sur le visage de Zagan. Elle lui dit qu'elle pourra se préparer correctement si elle le sait à l'avance, mais Zagan lui dit qu'il n'a pas l'intention de lui suicider. Elle se rend compte qu'elle attendra quelque chose de pire que de perdre la vie. Elle regarde des appareils de torture pensant que c'est son destin, mais ils n'appartiennent pas à Zagan. Ils appartiennent à l'ancien propriétaire du château et Zagan ne s'en est pas débarrassé parce qu'il était trop paresseux. Il se présente à elle et lui dit qu'il n'a aucun intérêt à la torturer. Il essaie de lui demander son nom, mais ses mots ne parviennent pas à passer dans sa gorge, ce qui l'irrite. Elle se présente comme Néphélia et informe Zagan qu'elle n'a pas de famille. Zagan demande si c'est un phénomène courant chez les elfes et elle lui répond que c'est parce qu'elle est une enfant maudite. Elle se demande pourquoi il demande, mais lui assure qu'elle n'a pas été touchée, mais Zagan est embarrassé. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il vérifiait sa viabilité pour ses expériences, mais il lui dit qu'il n'a pas l'intention d'expérimenter sur elle. Elle lui demande pourquoi il l'a acheté et il lui répond qu'elle n'a pas besoin de le savoir car il ne veut pas lui dire sa vraie raison car il ressemblera à un pervers. Il se rend compte qu'il devra vivre avec elle et essaie de se contrôler. Il va vers elle et lui dit de choisir la chambre dans laquelle elle séjournera, mais elle se trompe d'offre pour le lieu de sa mort. Il réitère qu'il n'a pas l'intention de lui suicider, ce qui la surprend. Zagan découvre qu'elle a été vendue comme esclave et qu'on lui a toujours dit qu'elle finirait comme sujet de test pour un sorcier. Il pense qu'elle n'a pas de maison où retourner puisqu'elle est maudite et cela lui fait réaliser qu'elle est comme lui. Il se souvient de l'époque où il devait dormir dans les poubelles et voler les commerçants juste pour survivre. C'est ainsi qu'il tire son nom lorsqu'il était plus jeune. Il l'informe qu'il l'a acheté parce qu'il en a besoin et elle en est surprise. Il lui dit de vivre pour lui et elle accepte. Il décide de l'emmener dans sa chambre, mais alors qu'il monte les escaliers, elle trébuche. Zagan l'attrape mais l'avertit de faire attention. Inconsciemment, il lui tient la main jusqu'à ce qu'elle monte les escaliers et lorsqu'ils atteignent la chambre, il ouvre la porte. Il lui dit de gérer la pièce, mais au centre de la pièce se trouvait une guillotine immobile. Il ferme rapidement la porte, mais Néphélia lui offre sa tête. Il vous apprend que la guillotine sert à protéger le château des ennemis aériens. Il décide de se débarrasser d'elle et utilise sa magie, et Néphélia lui dit qu'elle n'a jamais vu une magie aussi destructrice. Zagan se rend compte qu'il est très intimidant et attribue cela à son association avec Barbaro. Néphélia décide de profiter de la vue depuis le balcon de sa chambre, et Zagan décide de l'accompagner. Elle décide de garder la chambre car il l'a préparée pour elle. Elle le remercie et Zagan est surpris car il n'a pas reçu de remerciements depuis longtemps. Elle lui dit que cela fait longtemps qu'elle ne lui a pas dit merci. Zagan est assis sur son trône, l'air extrêmement épuisé. Il n'avait pas dormi du tout la nuit précédente car Néphélia dormait à côté
côté de lui, pour être plus précis, au pied de son trône. Après tout, sa chambre n'était pas en bon état parce que son esprit était tellement occupé à penser à elle qu'il n'avait pas pu dormir la nuit précédente. Même s'il savait qu'il ne pouvait rien essayer car l'idée de bouleverser Néphélia était plus grande que ses impulsions. Son estomac grogne soudainement et il décide de prendre une collation matinale. Néphélia se réveille peu de temps après avoir quitté la pièce et plie la couverture. Zagan retourne dans la pièce avec une bouilloire et remarque qu'elle est réveillée. Elle le salue comme son maître et Zagan en est surpris. Il ne sait pas comment répondre à un message de bonjour et se demande s'il doit simplement répondre ou dire autre chose. Il décide de lui dire qu'il a apporté de la nourriture mais est déçu de ne pas pouvoir répondre à un simple bonjour. Néphélia et Zagan sont assis dans le couloir pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner. Zagan mâche le bloc de viande dure tout en se demandant depuis quand il est devenu si mauvais en communication. Néphélia demande s'il mange la même chose au petit déjeuner et il est surpris qu'elle trouve cela étrange. Elle lui dit qu'elle se sent très chanceuse d'être nourrie mais trouve étrange qu'il mange la même chose. Zagan demande si la viande séchée et le lait sont trop fades pour le petit déjeuner et Néphélia l'informe que c'est un repas normalement servi uniquement aux esclaves. Zagan se rend compte que ce n'est pas un repas sain mais remarque que Néphélia semble plus inquiète qu'irritée par son choix de repas. Son expression change soudainement et Zagan interprète cela comme le fait qu'elle pense qu'il perdra la vie si elle ne fait rien. Il se rend compte que son choix de petit déjeuner n'est pas considéré comme un choix alimentaire sain mais il a toujours mangé des choses comme ça depuis son enfance donc il n'a jamais demandé. Il se souvenait de son goût aigre qui provoquait un sentiment de nostalgie. Zagan se demande ce que mangent les humains, ce qui fait sourire Néphélia. Elle se demande s'il aimerait qu'elle lui prépare quelque chose à manger. Zagan se lève avec surprise et lui demande si elle sait cuisiner. Elle lui dit qu'elle sait cuisiner même si c'est surtout par imitation. Zagan se rend compte qu'elle peut préparer des repas faits maison et est attristé que son dévouement à la sorcellerie l'ait empêché d'explorer cette possibilité. Un sourire apparaît sur son visage lorsqu'il réalise que la fille qu'il aime va désormais cuisiner pour lui. Il dit à Néphélia que la tâche de la journée sera de préparer un repas fait maison et Néphélia est d'accord avec lui. Il décide de l'emmener dans un supermarché pour faire quelques courses. Ils arrêtent une calèche qui traverse la forêt et le chauffeur leur indique le prix de leur trajet. La destination est 3 pièces de bronze. Zagan se souvient qu'il est fauché parce qu'il a passé sa vie à économiser pour pouvoir tout dépenser pour acquérir cet elfe. Il se rappelle que se promener de temps en temps n'est pas si mal. Néphélia est surprise par sa décision soudaine mais doit le suivre puisqu'elle n'a pas le choix. En marchant, Zagan conclut qu'il a besoin de renforcer ses ressources car il n'a pas une seule pièce en sa possession. Il pense qu'il pourrait peut-être échanger une partie du matériel de torture du château contre de l'argent mais il se rend compte qu'il n'a pas l'argent pour payer celui qu'il va récupérer. Il se demande s'il aurait dû voler le chauffeur du bus mais il regarde Néphélia et se rend compte qu'elle aurait une mauvaise impression de lui s'il avait fait ça. Il se demande s'il devrait vendre tout le château et utiliser l'argent pour ouvrir un restaurant mais ses pensées sont interrompues par un bruit de détresse venant de derrière. En se retournant, il aperçoit le cocher entouré de voyous qui lui disent de leur livrer sa marchandise. Il se rend compte que ces hommes ne sont pas des sorciers mais une bande de voleurs inoffensifs. Soudain, il remarque que Néphélia tremble un peu et lui demande ce qui ne va pas mais elle dit qu'elle va bien. Il réalise soudain que c'est peut-être ainsi que Néphélia a été initialement kidnappée. C'est dans cet esprit qu'il lui dit de le surveiller de près. Il pointe son index vers les hommes et un éclair frappe soudain le sol à côté d'eux. Zagan attire l'attention des hommes et il réalise qu'il est un sorcier. Il se demande ce que fait un sorcier dans la forêt mais décide de l'attaquer après qu'un bandit se soit rappelé qu'un sorcier doit faire une pause avant de lancer un autre sort. Ils en profitent pour courir vers Zagan mais Zagan dit à Néphélia de rester derrière lui pour qu'il puisse démontrer qu'elle n'a rien à craindre. Le chef des bandits tente de frapper Zagan avec sa hache mais il l'arrête comme s'il s'agissait d'un coup d'enfant à la grande surprise du chef. Zagan est surpris qu'un bandit tente d'utiliser la force brute pour éliminer un sorcier. Il écrase la lame de la hache et frappe le chef des bandits, l'envoyant voler. Les bandits appellent un sorcier pour les aider et il apparaît. Il est surpris que Zagan aide les autres alors que les sorciers ne le font normalement pas. Zagan découvre que le bandit a engagé le sorcier et le sorcier lui dit que Zagan regrettera d'avoir croisé son chemin. Le sorcier crée un cercle magique de flammes qui renverse certains bandits mais Zagan découvre les astuces et les dissipe avant qu'ils ne puissent lui faire du mal. Le sorcier lui dit qu'il a été trop lent et essaie de lancer un sort depuis son cercle magique mais il s'étonne que cela ne fonctionne pas. Zagan lui dit qu'il a pris le contrôle de son cercle magique et qu'il utilise le cercle magique pour transformer les sorciers en un tas de cendres brûlées. Il se tourne vers les bandits mais ils sont trop terrifiés pour bouger. Il essaie de les encourager à l'attaquer mais ils s'enfuient tous effrayés. Il regarde Néphélia et lui sourit mais se rend compte que son expression n'a pas l'air agréable. Il se demande s'il a fait une erreur. Il décide de lui assurer que les bandits seront inoffensifs pour elle tant qu'il sera là mais elle lui dit qu'elle ne peut pas les considérer comme inoffensifs puisqu'ils ont attaqué ces personnes. Soudain, les gens dans le bus se rassemblent autour de Zagan pour le remercier de les avoir sauvés. Le chauffeur du bus lui dit de les suivre et propose de payer Zagan pour sa protection. Zagan reçoit le paiement mais est surpris de la facilité avec laquelle il l'a obtenu. Il découvre qu'il peut faire fortune s'il se contente d'éliminer les méchants. Mais il abandonne cette idée lorsqu'il se rend compte que les sorciers comme lui sont généralement les méchants. Il est reconnaissant pour l'argent car il a éliminé des méchants dans le passé mais il n'en a pas été remercié. Les gens font également l'éloge de Néphélia puisqu'elle est avec Zagan. Ils font du stop dans la calèche et Néphélia décide de demander à Zagan pourquoi il a aidé les gens dans le bus. Il lui dit que c'était une manière involontaire de montrer qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur des voleurs. Il réalise que cela pourrait être son opportunité de dire quelque chose
chose de gentil et d'amener Néphélia à s'ouvrir à lui. Il lui dit qu'il en a profité pour mettre à leur place des saletés arrogantes. Néphélia se contente de le regarder, ce qui l'amène à se demander pourquoi il dit ces choses. Néphélia lui sourit soudain, mais il ne le remarque pas. Ils arrivent au marché de rue et bien que Zagan sache qu'ils font l'épicerie, il ne s'en rend pas compte. Il décide d'acheter des produits de première nécessité pour Néphélia. Il se demande de quoi une fille a besoin, mais se rend compte que Néphélia n'aura plus beaucoup de matériel une fois. Il voit un magasin de vêtements et décide d'entrer. Manuela, la propriétaire du magasin, l'accueille, mais il se rend compte qu'elle n'est pas contente de le voir car c'est un sorcier. Il s'écarte pour révéler Néphélia derrière lui et dit à Néphélia de trouver de bons vêtements à Néphélia. Manuela est émerveillée par la beauté de Néphélia, mais remarque soudain le collier autour de son cou. Elle décide d'oublier l'affaire et dit à Zagan qu'elle trouvera quelque chose de bien pour Néphélia. Elle emmène Néphélia, mais alors que Zagan se sent mal à l'aise d'avoir remarqué le collier, il se souvient que le commissaire-priseur a dit que c'était nécessaire. L'employé nommé Manuela tire le rideau pour avoir la vise de Zagan sur la tenue de Néphélia. Néphélia apparaît de manière embarrassante dans une tenue très révélatrice, et Zagan en est surpris. Il gronde Manuela à cause de ses vêtements, mais elle lui dit qu'elle essayait d'habiller Néphélia à son goût. Il regarde Néphélia et leurs regards se croisent. Elle le supplie d'arrêter de la regarder car elle est très gênée. Zagan dit à Manuela de trouver des vêtements formels pour Néphélia et Manuela accepte d'essayer quelque chose de différent avec elle. Elle ferme le rideau et Néphélia sort en tenue orthodoxe. Manuela dit à Zagan que la combinaison est faite d'un matériau de haute qualité et que des sorts de guérison sont appliqués aux bottes pour réduire l'épuisement obtenu en marchant avec elle. Zagan demande son avis à Néphélia, mais elle lui dit qu'elle acceptera tout ce qu'il propose. Zagan prévient que Manuela pourrait lui mettre une tenue embarrassante, comme dans le cas précédent. Si elle accepte quoi que ce soit, Néphélia demande rapidement quelque chose de normal. Il quitte le magasin et Manuela les remercie d'être ses clients. Elle dit à Néphélia qu'elle a de la chance que son maître se soucie d'elle, ce qui surprend Néphélia. Zagan dit à Néphélia qu'ils vont chez un forgeron. Ils entrent dans la boutique et le forgeron demande ce dont Zagan a besoin. Zagan lui demande s'il peut retirer le collier, ce qui surprend Néphélia. Il explique à Néphélia qu'elle n'a plus besoin du collier car, depuis qu'elle le porte, il semble qu'elle soit toujours la propriété de l'archidémon. Le forgeron informe Zagan qu'il ne peut pas retirer le collier car il est maudit par quelque chose qui dépasse son niveau de compétence. C'est pourquoi Néphélia pourrait perdre la tête si le collier n'est pas retiré correctement. Il conseille à Zagan d'utiliser la clé d'origine du collier pour le retirer. Zagan se rend compte que la clé se trouverait dans le château du défunt archidémon car personne ne l'avait lors de la vente aux enchères. Il donne de l'argent au forgeron pour obtenir des conseils, mais le forgeron refuse de payer car il n'a rien fait pour le mériter. Il dit à Zagan qu'il ne peut pas accepter son paiement car il l'a économisé l'année précédente. Il rappelle à Zagan comment il l'a sauvé, lui et sa fille, lorsqu'ils ont été attaqués dans la forêt, mais qu'ils se sont enfuis parce qu'ils avaient trop peur. Zagan décide de récupérer ses pièces, et le forgeron lui dit de passer quand il en a besoin et que dans sa boutique, Zagan n'aura rien à payer. Il quitte le magasin, mais Zagan a peur car les gens sont très gentils avec eux. Il est étonné de la différence que Néphélia fait simplement en étant près de lui. Le forgeron sourit car il voit que Zagan est maintenant différent de son ancien moi qui semblait trop effrayant pour lui parler. Ils finissent leur course pour la journée, mais Zagan remarque que le soleil se couche déjà. Il décide de ne pas charger Néphélia de cuisiner après une longue journée. Il l'emmène dîner, alors qu'ils sont assis, elle lui demande s'il a l'intention d'enlever son collier. Zagan lui dit que c'est son intention, et elle se demande s'il a peur qu'elle s'enfuit quand il le fera. Zagan sait qu'elle pourrait s'enfuir s'il enlève le collier, mais il lui dit que pour le moment il ne peut pas faire ça, elle n'a pas besoin de trop y penser pour le moment. Il se reproche de ne pas lui avoir simplement dit qu'il voulait enlever le collier, même si elle décide de s'enfuir. Zagan remarque que Néphélia regarde la nourriture et se demande si elle ne sait pas utiliser une fourchette, mais elle lui dit qu'elle n'a jamais mangé comme ça auparavant. Zagan a finalement découvert pourquoi Néphélia avait attiré son attention dès qu'il l'avait vue. Il réalisa qu'elle était comme lui avant qu'il n'ait des pouvoirs, quelqu'un essayant désespérément de s'intégrer dans un monde auquel il n'avait pas sa place. Il lui dit de commencer à manger comme elle le souhaite car il n'est pas nécessaire de se retenir. Il lui assure que le repas sera meilleur que la viande séchée qu'elle a mangée au petit déjeuner. Néphélia essaie de ramasser une baie avec une fourchette mais n'y parvient pas. Elle décide d'utiliser une cuillère et parvient à la mettre dans sa bouche. Elle dit à Zagan que c'est bon. Zagan essaie de ramasser le fruit avec une fourchette mais échoue à plusieurs reprises. Néphélie lui offre un de ses fruits avec sa cuillère. Zagan considère tous les principes moraux mais les met de côté et la nourrit à la cuillère. Il lui dit que le repas est délicieux mais ils sont tous les deux trop gênés pour se regarder. Néphélia remarque que Zagan ne lui donne pas d'ordre et lui demande si elle peut faire tout ce qu'elle pense lui être utile. Zagan donne son accord et lui donne une de ses baies à l'aide de sa fourchette. Les deux sont gênés lorsque les gens du restaurant se moquent d'eux. Ils quittent le restaurant et Zagan se contente d'avoir une relation de maître à serviteur avec Néphélia. Pendant ce temps, Chastille, la dame sauvée par Zagan, s'est révélée être un chevalier. Elle était perdue dans ses pensées, se demandant pourquoi un sorcier la sauverait. Soudain, Lord Clavoel entre dans la pièce et la félicite d'avoir arrêté les responsables des enlèvements le long des routes. Il lui dit qu'il y a plus à faire car ils ont découvert que la personne derrière les enlèvements est Zagan. Chastille est choqué et lui dit qu'il se trompe, mais il lui dit que même s'il se trompe, Zagan doit être abattu juste parce qu'il est un sorcier. Il lui rappelle que les sorciers sont mauvais et doivent faire face à la justice. Chastille se porte volontaire pour éliminer Zagan et Lord Clavoel lui confie la mission. Zagan faisait un rêve dans lequel il était torturé par un sorcier quand il était plus jeune. Il se réveille soudainement et Néphélia remarque qu'il est réveillé. Elle l'informe que le petit déjeuner est prêt et il est
surpris qu'elle ait déjà préparé le petit déjeuner. Il se demande si elle attendait juste qu'il se réveille et elle lui dit qu'elle surveillait son visage. Il descend les marches de son trône et se souvient de féliciter Néphélia pour son bonjour. Elle répond à son salut et il est heureux d'avoir pu la saluer correctement à temps. Ils arrivent à la cafétéria et Zagan est impressionné par le nouvel agencement. Il se souvient que l'endroit ressemblait autrefois à un cimetière et s'étonne que Néphélia ait pu le nettoyer elle-même. Il remarque du pain dans son assiette et se demande quand ils sont allés acheter du pain, mais Néphélia lui dit qu'elle l'a cuisiné elle-même. Zagan en est surpris car il n'a jamais rencontré quelqu'un qui puisse préparer quelque chose d'aussi délicieux auparavant. Les oreilles de Néphélia commencent à trembler alors qu'elle verse du thé à Zagan et Zagan se demande si c'est un signe qu'elle est satisfaite de ses éloges. Zagan s'assoit pour prendre le petit déjeuner et se demande si Néphélia a déjà pris son petit déjeuner. Elle lui dit qu'elle n'a pas encore mangé et il lui dit qu'ils doivent manger ensemble. Elle fut surprise car elle ne lui avait préparé que suffisamment de petit déjeuner et Zagan lui demanda si elle n'allait pas prendre de petit déjeuner. Elle lui dit qu'elle a oublié de se préparer à manger et il décide d'en partager la moitié avec elle. Il lui dit de s'asseoir à table mais elle lui répond qu'elle ne lui a préparé qu'un seul siège. Il dit qu'elle peut s'asseoir sur ses genoux mais elle dit qu'elle ne peut rien faire d'aussi grossier. Il lui dit que ce n'est pas un problème puisqu'il lui a donné la permission et Néphélia décide d'obtempérer. Zagan est surpris qu'elle ait obéi mais cela ne l'empêche pas de la nourrir. Elle lui dit que s'asseoir sur ses genoux est embarrassant mais il n'écoute pas. Il lui met la nourriture dans la bouche et lui dit de ne jamais oublier de se préparer une place la prochaine fois. Il promet de lui préparer un siège la prochaine fois mais lui dit que cela ne le dérange pas si elle doit s'asseoir à nouveau sur ses genoux. Mais elle lui assure qu'elle se préparera une place la prochaine fois. Elle prend de la soupe et dit à Zagan de l'essayer. Zagan pense qu'elle essaie de se venger de lui mais essaie quand même la soupe. Il lui dit que la soupe est chaude et elle est d'accord avec son évaluation. Quelques jours plus tard, Zagan est assis en haut d'un escalier en train de lire quelques livres dans la bibliothèque. Néphélia le retrouve et se demande ce qu'il étudie toujours. Il est surpris qu'elle ne réalise pas qu'il étudie la sorcellerie. Elle dit qu'elle ne comprend pas le but de faire des dessins pour utiliser des sorts. Zagan demande si la sorcellerie des elfes est différente mais elle lui dit qu'elle ne peut pas utiliser la sorcellerie. Zagan en est surpris car Néphélia a une qualité de mana supérieure à la moyenne. Il dessine un symbole et dit à Néphélia que ce symbole contient certains pouvoirs. Il l'informe qu'il y a un débat sur la signification des symboles. Certains pensent qu'il s'agit du langage des dieux tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un emblème signifiant un pacte avec les démons. Zagan lui dit qu'il n'est pas sûr de la vérité. Mais il dessine un plan et dit que cette forme simple de sorcellerie s'appelle un cercle de sorcellerie. Il l'informe que le cercle crée des éclairs si du mana y est canalisé. Il canalise son mana et de petits éclairs apparaissent autour du cercle. Il lui dit qu'il s'agit de la forme la plus élémentaire de sorcellerie et que sa puissance peut être augmentée en ajoutant des symboles au cercle. Il vous indique la direction. La portée et le timing du sort peuvent également être contrôlés, entre autres. Un rayon plus grand sort du cercle. Il fait peur à Néphélia et Zagan s'excuse de lui avoir fait peur. Il vous dit que n'importe qui peut utiliser un cercle magique, à condition de pouvoir y canaliser du mana. Il l'informe qu'un sorcier peut détourner le cercle d'un autre sorcier, mais que les sorciers trouvent leurs propres moyens pour ne pas se faire voler leur sort. Il lui dit que la construction du cercle magique s'appelle un circuit, mais il se rend compte que Néphélia a quelque chose à dire. Il lui pose des questions et elle lui dit qu'elle a remarqué qu'il n'ajoute que des symboles à l'extérieur du cercle. Elle se demande s'il est possible d'ajouter quelque chose à l'intérieur du circuit et Zagan est impressionné par sa perspicacité. Il lui dit que c'est impossible de faire ça. Il vous dit qu'un autre cercle doit être créé à l'intérieur d'un cercle complet, ce qui empêchera les deux sorts de s'activer ou de devenir un seul sort effrayant. Il lui dit que cela est possible s'il y a un contrôle sur le flux de mana et elle se demande s'il est possible d'annuler la sorcellerie de quelqu'un d'autre. Il lui dit que c'est possible et que celui qui y parviendra pourra se défendre contre toutes les formes d'attaque de sorcellerie. Il lui dit que, théoriquement, cela créerait la sorcellerie la plus puissante, mais il sait que ce n'est pas si simple, car si c'était le cas, tout le monde le ferait. Il lui dit que personne n'étudie la sorcellerie aussi sérieusement, mais il sait que certaines personnes jouent avec cette idée. Néphélia l'informe qu'elle comprend la théorie de la sorcellerie et se rend compte que selon ses concepts, même elle pourrait utiliser la magie. Zagan se rend rapidement compte que Néphélia peut avoir un talent pour la sorcellerie et lui dit que la connaissance a une corrélation directe avec le pouvoir d'un sorcier. Il l'informe que les sorciers placent des pièges autour de ses livres pour empêcher qu'ils ne soient volés et il l'avertit de faire attention aux alentours de la bibliothèque. Néphélia a soudainement peur, mais Zagan lui dit qu'il plaisantait car il a modifié les pièges pour qu'elle ne les déclenche pas. Néphélia se rend compte que Zagan la taquine, mais Zagan se rend compte qu'elle en est heureuse. Elle est surprise que Zagan lui parle depuis si longtemps et il lui dit qu'il lui est plus facile de parler de sorcellerie puisqu'il est un expert en la matière. Néphélia se demande ce que Zagan veut faire avec un pouvoir aussi incroyable. Mais lorsqu'elle se rend compte que Zagan est surpris par sa question, elle s'excuse d'avoir posé cette question. Zagan lui dit qu'elle n'était pas mauvaise, mais révèle qu'il n'avait jamais pensé à de telles choses auparavant. Il lui dit qu'il utilisera ses pouvoirs juste pour survivre et Néphélia en est surprise. Il lui raconte son enfance et comment il a dû voler pour survivre. Il lui raconte qu'il a réussi à éviter de perdre la vie après avoir été capturé par un sorcier. Tout le monde sait que les enfants sont de grands sacrifices pour les sorciers, mais il a réussi à changer son destin avant que le sorcier ne le sacrifie. Depuis qu'il a réalisé qu'il devait devenir plus fort pour survivre. Il lui dit qu'il veut l'immortalité, mais Néphélia lui dit qu'elle n'a jamais été capable de devenir aussi forte. Zagan est sur le point de la rassurer, mais soudain il sent qu'un de ses pièges a été détruit. Shasti arrive à son château avec un groupe de soldats. Zagan informe Néphélia qu'ils ont des invités et
lui dit de préparer le dîner pendant qu'il part les voir. Il lui dit de préparer le dîner rien que pour eux deux car les invités vont bientôt rentrer chez eux. Soudain, les soldats se rendent compte qu'ils tournent en rond et Shasti découvre que cela est dû à une barrière sorcière. Elle utilise son épée pour franchir la barrière, mais Zagan arrive immédiatement à la porte, se demandant pourquoi il est dérangé. Shasti le reconnaît, mais il ne la reconnaît pas. Il découvre que son épée est une épée sacrée qui est l'une des 12 lames censées être capable de tuer le seigneur des démons. Il se demande pourquoi une jeune femme brandit un symbole de la force de l'église. Il se souvient soudain qu'il l'a sauvée plus tôt et regrette ses actes. Zagan leur dit qu'il a autre chose à faire et tire un rayon sur Shasti. L'un des chevaliers bloque son attaque et Zagan est surpris que son bouclier n'ait même pas été égratigné alors qu'il se renaît. Les chevaliers disent à Shasti de laisser Zagan avec eux, mais l'un des chevaliers se heurte à Zagan et il le frappe. Zagan se demande s'ils vont se retirer maintenant ou s'ils demanderont à Shasti de les ramener tous les trois chez eux. Un autre chevalier décide de l'attaquer, mais Shasti lui dit de battre en retraite. Le chevalier ignore son avertissement et attaque Zagan quand même. Zagan coupe son épée en deux et le jette au sol. Il lui marche sur le visage et dit à Shasti de ne pas attaquer, sinon son chevalier perdra la tête. Shasti abandonne son épée, mais se demande pourquoi Zagan veut les déshonorer même après les avoir vaincus. Il lui dit qu'il essaie de créer la peur parce qu'il veut qu'ils survivent et diffuse la nouvelle de ce qui s'est passé. Shasti bluffe, ce qui surprend Zagan car il a choisi de ne pas se suicider pour ne pas effrayer Nephelia. Shasti en profite pour l'attaquer, mais lorsqu'il tente de le bloquer, son épée le coupe dans son cercle. Il se rend compte que l'épée est puissante, mais Shasti est trop petite pour la manier. Il continue d'esquiver son attaque et elle se demande pourquoi il ne riposte pas. Il lui dit qu'il n'a jamais été doué pour attaquer les femmes, mais elle se demande pourquoi il a choisi de se lancer dans la sorcellerie. Il demande si la pratique de la sorcellerie est une sorte de crime, et elle lui répond que sa simple existence fait souffrir d'autres personnes. Zagan lui dit qu'elle utilise ses pouvoirs pour éliminer les sorciers qui pourraient être utiles aux autres, elle n'est donc pas totalement innocente. Il prend cela comme une raison pour ne pas perdre contre Zagan, et elle essaie de le poignarder avec son épée, mais il attrape la lame. Il décide de se lancer dans un concours de force, mais Shasti domine Zagan et il remarque qu'elle se retient. Zagan décide de mettre fin au combat, mais Shasti demande soudain s'il peut faire le mort car un chevalier magique plus fort sera envoyé à sa poursuite s'il le baisse. Elle lui dit d'abandonner sa vie de sorcellerie et de vivre en paix, mais Zagan n'en croit pas ses oreilles. Elle lui dit qu'elle pouvait voir la pitié dans ses yeux parce qu'il n'a pas rabattu ses hommes et qu'elle se souvient qu'il lui a sauvé la vie. Zagan se rend compte qu'elle prend un gros risque en faisant son offre car être complice d'un sorcier est un anti-chevalier sérieux, mais il en conclut qu'elle ne peut pas postuler car Nephelia ne sera pas en sécurité. Nephelia s'enfuit du château, mais l'un des chevaliers l'attaque soudainement avec une lance contre les ordres de Shasti. Zagan se précipite pour l'aider, mais la lance lui traverse la main. Nephelia est tellement en colère qu'elle commence à contrôler la forêt. Le chevalier tente de s'échapper, mais elle utilise une branche d'arbre pour l'immobiliser. Zagan lui dit de l'arrêter pour ne pas blesser les chevaliers, mais les chevaliers sont déjà dans des situations difficiles. Zagan est surpris par le pouvoir de Nephelia. Les chevaliers se retirent immédiatement après que Shasti s'excuse d'avoir entraîné une personne innocente dans leur bataille. Il se retire au château et Zagan interroge Nephelia sur sa sorcellerie. Nephelia lui dit que ce n'était pas de la sorcellerie et Zagan décide d'aller plus loin car il aime en savoir plus sur elle. Il se demande si elle avait peur et elle est surprise qu'il ne soit pas dérangé par son pouvoir. Zagan dit à Nephelia qu'il s'intéresse à cela parce qu'il n'a jamais rien vu de pareil auparavant et elle lui dit que son pouvoir est le mysticisme. Zagan est surpris que le mysticisme, une magie qui permet d'accéder à des pouvoirs au-delà des lois naturelles par le pur désir, existe réellement. Il se demande si tous les elfes peuvent utiliser de tels pouvoirs, mais Nephelia lui dit qu'elle ne peut les utiliser que parce qu'elle est maudite. Elle lui dit que ces pouvoirs ne devraient pas exister car les enfants aux cheveux blancs ne devraient pas naître. Zagan voit qu'elle revit son dernier traumatisme. Elle raconte une époque dans le passé où le village elfique a été attaqué et les autres elfes lui ont dit de protéger le village en guise de récompense pour l'avoir laissé en vie. Cela a brisé la détermination de Nephelia et elle s'est laissée capturer pendant que les autres tentaient de s'échapper. Nephelia a vu comment ceux qui tentaient de se mettre à l'abri ont été renversés et a été ravie de le voir. Elle se demandait si elle était folle de se réjouir de la mort de ceux qui l'avaient blessée. Zagan réalisa que c'était pour cela qu'elle était réservée. Il lui dit qu'il aurait abattu les assaillants et tout le village s'il avait été à sa place avec tous ses pouvoirs. Nephelia lui dit qu'elle ne pense pas que le peuple lui pardonnera, mais Zagan lui dit de ne pas s'inquiéter car ils sont tous déjà morts. Il lui dit de bien vivre avec son pouvoir car si elle ne le faisait pas, elle insulterait des personnes plus faibles qu'elle. Il se souvint d'une fille qu'il avait sauvée d'une bande de voleurs et de la conversation qu'il avait eue avec elle. Il a conclu qu'elle menait une vie de luxe qui la rendait faible. Il ne voulait pas devenir comme elle, il a décidé de vivre pour devenir plus fort. Il dit à Nephelia de ne pas froncer les sourcils car il lui a déjà dit qu'il avait besoin d'elle. Nephelia demande si elle peut vraiment être avec lui en paix et il lui dit qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Cela la fait pleurer et Zagan fait de son mieux pour la réconforter.